Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Daniel Baclen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le ministre des Pensions du gouvernement Michel. Vous avez quel âge? 61 ans, bientôt 62. Donc ça veut dire encore 5 ans avant de prétendre à la pension? Plus ou moins 67, oui. Ouais, vous allez tenir jusqu'à 67 ans? Je pense bien, oui. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il fallait toucher à l'âge légal de la pension? Parce que je pense que progressivement, on ne peut pas sauvegarder le système de pension si on n'allonge pas progressivement la période d'activité. Et donc la période d'activité est actuellement de 59 ans en moyenne. C'est le taux le plus bas de l'Union européenne. Le taux d'emploi entre les 55 à 64 ans est de 40% en Belgique. C'est le taux le plus bas de l'Union européenne. Et donc, si on veut vraiment sauvegarder un système avec des pensions correctes, avec des pensions d'un bon niveau, il faut prolonger la période d'activité. Donc, la décision prise par le gouvernement, c'est de prolonger à 67 ans en 2030, 66 à partir de 2025. Oui, ça ne concerne évidemment pas tout le monde. Très clairement, aujourd'hui, seuls 10% de la population travaille jusqu'à 65 ans. 600 000 personnes concernées, dit le PS, dans sa communication. Non, je pense qu'il se trompe. Ouais. Aujourd'hui, il y a 10% seulement des personnes qui arrivent à 65 ans. Il y a tout un régime de pension anticipée qui va perdurer, bien entendu, avec aussi des allongements de période. Mais la carrière reste fixée à 45 ans. On n'a pas touché à la durée de carrière. Donc 45 ans, ceux qui ont travaillé très jeunes donc n'iront pas jusqu'à 67 ans? Non, ils pourront, s'ils le souhaitent, c'est laissé à la liberté de chacun, profiter du régime de pension anticipée. Ouais, alors la grande difficulté, vous avez rappelé qu'au niveau européen, la Belgique est mal classée sur l'employabilité des travailleurs les plus âgés. La grande difficulté, ce sont les départs anticipés, les prépensions. On touche à ça ou pas? On prolonge la réforme des RUPO, en quelque sorte, où on est passé de 60 à 62 ans en 4 ans. Dans la législature précédente. Ici, on va passer de 62 à 63 ans. Donc 63 ans, ce sera l'âge de la pension anticipée. Ce sera l'âge de la pension anticipée, sauf pour les carrières longues, où là, il y aura des possibilités de prendre à 60 ou 61 ans. Ouais, et ça, ce sera à partir de quand? À partir de 2018. Voilà. Et donc, est-ce qu'il y aura des exceptions pour les métiers pénibles? Bien entendu, il y aura des exceptions pour les métiers pénibles, et ça doit être discuté dans le cadre de la concertation sociale avec les organisations syndicales, bien entendu, pour déterminer une liste des métiers lourds, des métiers pénibles, qui permettront de valoriser le temps de travail de telle sorte que la pension puisse être prise plus tôt. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il fallait vraiment toucher à l'âge légal si on ne touche pas à la durée réelle de la carrière? Est-ce que ça va réellement toucher beaucoup de personnes ou pas? Oui, je pense que ça va toucher plus ou moins 10% de la population, un travailleur sur 10, plus ou moins. Mais c'était important. À partir du moment où l'âge de la pension anticipée augmente et atteint 63 ans, il faut qu'il y ait une différence entre l'âge légal et l'âge de la pension anticipée. Sinon, le système de la pension anticipée devient incohérent. Et donc, je pense qu'il faudra toujours 3-4 ans de différence entre l'âge légal et l'âge de la pension anticipée. Oui, alors, il y a des questions Twitter dans cette émission. Un certain Apoplexie vous dit « On terminera sa carrière au chômage ou à la mutuelle plutôt qu'en prépension, quel va être l'avantage pour les finances publiques ?» Non, au contraire. La réforme des pensions s'inscrit dans tout un travail sur la compétitivité des entreprises, sur la diminution des charges sur les entreprises et sur une politique de l'emploi. Alors, c'est clair que si on veut garantir le financement de la sécurité sociale, c'était vraiment ça le problème. C'est vraiment ça qui est le cœur de la réforme. Il faut augmenter le taux d'emploi, ça c'est clair. Et c'est l'engagement du gouvernement, c'est l'engagement premier du gouvernement. Augmenter le taux d'emploi dans toutes les catégories d'âge, chez les jeunes, mais aussi chez les plus âgés. Est-ce qu'en créant de l'emploi ou en laissant à l'emploi des plus âgés, on ne va pas diminuer la possibilité d'embauche des jeunes? Non, sûrement pas. Partout en Europe, là où le taux d'emploi est plus faible chez les plus âgés, il est aussi le plus faible chez les jeunes. Alors, j'ai une autre question. Ahmed Laouej, vous le connaissez? Oui. Donc député socialiste. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous voulez supprimer le bonus pension? Alors, parce que nous avons décidé de supprimer le système de bonus-malus. Certains auraient souhaité qu'on introduise un malus pension. Ça, nous avons refusé, on l'a supprimé pour les indépendants, on n'allait pas le réintroduire pour tout le monde. Et donc, l'étude du Centre d'études pour le vieillissement en 2012 a sorti un rapport qui dit précisément que le bonus pension n'a pas permis d'atteindre les objectifs, n'a pas réussi à prolonger le temps d'activité. Et donc, je pense qu'il faut s'en tenir à un système relativement simple, avec un système de pension anticipée, avec un système de métiers lourds, de métiers pénibles qui permet de partir plus tôt, et un objectif de augmenter l'âge moyen de sortie de l'activité qui est actuellement de 59 ans, passer progressivement à la moyenne européenne qui est de 62, 63. Et donc ça, c'est un objectif qui est évidemment nécessaire. On ne fait pas ça par hasard, on fait ça pour maintenir un système de pension efficace. Est-ce que vous comprenez que ça suscite des crispations, des craintes, des mécontentements?
mais ça doit être négocié dans le cadre d'une concertation sociale. Tous les pays européens font exactement la même chose que nous. Ouais. On peut vous reprocher de ne pas l'avoir mis dans votre programme. Non. Le programme électoral du mouvement réformateur ne disait pas... C'est vrai, et on ne va pas le faire durant cette législature-ci, ni d'ailleurs dans la suivante, puisqu'il s'agit de 2025 et de 2030. Ouais, donc c'est un thème sensible quand même. C'est un thème sensible, mais qui est un thème européen. Tous les pays d'Europe vont passer à 67 ans. Quand vous dites qu'on va négocier, l'âge il est quand même bien déterminé, la date est déterminée. Oui, mais les métiers pénibles, c'est l'objet d'une négociation importante, puisque c'est ça qui permet de ne pas aller jusqu'à l'âge légal de la pension. Alors pour les métiers pénibles, on s'arrêtera à quel âge ? Ça variera en fonction du type de pénibilité, bien entendu, et de la durée de carrière. Je rappelle, la durée de carrière, elle reste de 45 ans. On n'a pas touché à la durée de carrière, c'est exactement la même que précédemment. Ouais, et donc ça, sur les métiers pénibles, là, il y a ouverture à la concertation sociale. Bien entendu. Ouais. Un mot sur une pension particulière, celle des policiers. Oui. Ils ont mis un peu les négociateurs sous pression. Oui. On est proche d'un arrangement ou pas ? Mais il faut trouver une solution, bien entendu, pour les policiers. L'arrêt de la Cour constitutionnelle est ce qu'il est. Il faut trouver une solution qui garantit la sécurité juridique, et donc qui permette aux policiers une phase de transition. Ouais. C'est le ministre de l'Intérieur tout seul qui négocie avec les policiers ou vous allez vous en occuper aussi ? Non, je vais m'en occuper aussi, mais forcément, c'est le ministre de tutelle de la police, c'est le ministre de l'Intérieur. Ouais. Et donc j'ai rencontré hier les délégations syndicales à Chaudfontaine. Ce matin, mon chef de cabinet était dans une réunion au ministère de l'Intérieur sur le même sujet. Et donc, bien entendu, je me sens concerné par le... Et on approche d'un accord ? J'espère qu'on va trouver un accord rapidement. Alors, vous êtes à l'aise avec la NVA ? Mais c'est un partenaire qui représente un tiers de l'électorat flamand. Ouais. Et je pense qu'il faut sortir d'une polémique totalement stérile. Moi, je condamne évidemment avec la plus grande fermeté les propos qui ne sont pas admissibles ou les écrits qui ne le sont pas également. Est-ce que ça suffit de condamner ? Bien entendu, la condamnation est ferme. Ouais. J'ai toujours condamné toute tentative de retourner vers un système de justification de la collaboration ou de l'amnistie. Mais quand on entend Bart de Wever, quand il rentre de Chine, qui dit que finalement tout ça n'est pas si grave et qu'on fait un mauvais procès à Theo Franken, à Jan Nyombon, et qu'il a l'air de minimiser un petit peu et de prendre presque le contre-pied de ce qu'a dit le Premier ministre, c'est pas un problème ? C'est clair qu'il y a une instrumentalisation politique. Hein. Ne soyons pas naïfs, on n'est pas dupes. Ici, le gouvernement et Charles Michel, le Premier ministre, a très fermement condamné, comme rarement un Premier ministre l'a fait. Oui, mais le président de la NVA, derrière, il condamne un peu moins fort. La collaboration, il y a eu des excuses. Ouais. Le président de la NVA a condamné un peu moins fort. Le président de la NVA a condamné également la collaboration. D'autres premiers ministres, je pense à Elio Di Rupo et au Parti socialiste, à un moment donné, ont voulu rouvrir le dossier de l'amnistie. À ce moment-là, je n'ai pas vu de cri d'orfraie du Parti socialiste. Theo Franken qui veut faire le tri entre les bons et les mauvais immigrés, ça nous Mais je pense que ce sont des propos malheureux, ce sont des écrits inadmissibles, et bien entendu, nous les condamnons avec la plus grande fermeté, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, vous êtes médecin de formation, Danny Backlund. Oui. Est-ce qu'on pouvait faire des économies, et est-ce qu'on peut faire des économies dans les soins de santé ? Oui, mais il faut respecter la réalité et la vérité. Nous avions un budget en soins de santé qui était fixé pour 2014 et nous faisons une réduction par rapport à ce budget-là, qui était une projection. En fait, on n'a jamais dépensé cet argent-là en 2014. Par rapport à ce qui a été réellement dépensé en 2014, on augmente le budget des soins de santé de 450 millions. Donc on arrête de travestir la vérité. C'est une diminution, une économie par rapport au budget projeté 2014. Ce n'est pas une économie... Le prévu et pas le réalisé. Voilà. Bien entendu. Mais quand on dit que le ticket modérateur va être plus cher quand on va chez un spécialiste ou qu'on va diminuer le nombre de jours d'hospitalisation dans un accouchement, c'est soit le portefeuille du patient, soit le soin de santé qui passe de 4,5 à 4 jours d'hospitalisation. La moyenne européenne est de 2 à 3. Ouais. Hein, soyons quand même... Donc c'est quand même moins de jours, vous êtes d'accord ? Oui, mais tant mieux. Si la personne peut rentrer chez elle plus rapidement, je trouve ça plutôt un progrès de la médecine. On ne touche pas au portefeuille des patients ni à la qualité des soins. Il y a certains tickets modérateurs qui augmentent, il y en a d'autres qui diminuent. Je pense que le patient et l'accessibilité du patient à des soins de qualité est totalement préservée. Alors, une dernière question. On a vu dans le journal la façade de votre parti, le mouvement réformateur, qui a été taguée. On voit qu'il y a beaucoup de mouvements annoncés par les syndicats et des mouvements spontanés, c'est encore le cas à la SNCB aujourd'hui. Il y a un problème de dialogue. Vous allez pouvoir vous faire entendre de l'opposition, des partenaires sociaux, ou ça va être comme ça pendant 5 ans ? Moi, je laisse la population juge des méthodes utilisées. Je rappelle simplement la nécessité, dans une démocratie, d'accepter l'alternance politique quand on perd des élections
et que l'on est remis dans l'opposition, c'est une chose naturelle dans un régime démocratique. Parfois on est au pouvoir, parfois on est dans l'opposition. Je pense que quand on a du mal à accepter l'alternance démocratique, ça pose réellement question. Mais quand ce sont les cheminots, ce n'est pas forcément les partis politiques. Non, mais ici, allez, ne soyons pas naïfs, il y a une entreprise d'action commune, comme on dit maintenant, qui tend à faire des procès d'intention, et alors que nous souhaitons le dialogue, nous souhaitons la concertation. Je pense qu'à un certain moment, il y a un peu d'énervement, tout ça va rentrer dans l'ordre, me semble-t-il, et on va pouvoir travailler sur des dossiers et dans un débat d'idées. Moi, je suis partisan d'un débat d'idées, ça ne veut pas dire mou, ni consensuel, on a tous des idées un peu différentes. Est-ce que c'est un peu une revanche du MR ? Ce n'est pas du tout une revanche du MR, c'est une prise de responsabilité. Nous sommes à un carrefour, on sait que les défis sont majeurs partout en Europe et dans le monde. Nous avons décidé de relever les défis et de prendre nos responsabilités. Je pense que c'est positif. Merci Daniel Baclen d'avoir été l'invité de l'interview. Demain, c'est Joëlle Milquet, la ministre de l'Enseignement, qui sera notre invité. Bon après-midi.